Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. L'Algérie, comme l'ensemble des pays de la région, fait face à une situation de sécheresse pour la troisième année consécutive avec une pluviométrie peu abondante et des capacités de stockage relativement stables comparées à l'an dernier, mais insatisfaisantes pour nous mettre complètement à l'abri du stress hydrique. Le manque d'eau dans certaines régions du pays a été un exemple révélateur de l'impact direct et de la réalité du changement climatique chez nous et d'une situation hydrique que nous devons appréhender différemment à présent pour une meilleure gestion de cette ressource vitale. Alors si le dessalement de l'eau de mer semble être pour nous le choix stratégique le mieux indiqué pour éviter les caprices climatiques, l'État mise également sur la récupération des eaux usées pour les secteurs de l'industrie et de l'agriculture à travers l'exploitation future de 60% des eaux produites. L'Algérie ne compte pas non plus renoncer à la construction des barrages avec plusieurs projets à venir, à moyen terme précisément. Nous parlerons également du rôle pivot de l'agriculteur dans la préservation et la mobilisation de l'eau, ainsi que la défense et la restauration des sols, notamment, sans devoir recourir d'ailleurs à des moyens extrêmement coûteux. Nos invités pour en parler, d'abord M. Mezarkat Belaïd, vous êtes directeur central au ministère de l'Hydraulique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Également avec nous, M. Larjoum Abdelaziz, directeur d'études au ministère de l'Hydraulique. Bonsoir à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et comme d'habitude, M. Mouhouch Brahim, professeur en sécurité alimentaire et hydrique, membre aussi du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, est aussi présent avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors je commencerai par vous, M. Belaïd Mezarkat. La crise de l'eau à Tiaret a été prise en charge au plus haut sommet de l'État. La wilaya va donc bénéficier d'un transfert d'eau depuis le barrage de Chott Chergui et qui va donc lui fournir quelque chose comme 10 000 mètres cubes supplémentaires. C'est une situation due essentiellement, on le sait, à l'assèchement du barrage de Ben Khadda et c'est quelque chose qui peut désormais intervenir dans d'autres régions du pays. Alors comment peut-on anticiper ce type de crise pour ne pas retomber dedans et pour traiter en amont les problèmes et non pas dans l'urgence? Merci encore une fois, madame, et bonsoir à tout le monde. Donc, comme vous le savez, le secteur de l'hydraulique a tracé une stratégie de l'eau qui fait référence à une approche et plan qui est mise en place pour gérer au mieux et d'une façon efficace et durable les ressources en eau dont dispose notre pays. Donc, parmi ces approches, comme vous le savez, il y a le dessalement de l'eau de mer parmi les axes développés par notre secteur. Et cet axe, pour faire face à la problématique que vous venez de poser, qui est le stress hydrique. Donc, c'est une solution pérenne. Donc, actuellement, notre pays dispose quand même de plusieurs stations de dessalement d'eau de mer. Donc pour vous, l'axe central de la stratégie nationale, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur le dessalement et d'étaler un petit peu la stratégie dans ce segment, mais pour vous, donc, la solution pérenne et durable à ces problèmes ou à ces crises de l'eau, c'est vraiment le dessalement. Bon, mais bien sûr, il y a le dessalement, mais il y a aussi les autres transferts qui sont, comme vous l'avez bien souligné, au niveau de la wilaya de Tiaret, donc la ville de Tiaret qui a connu quand même des difficultés ces derniers temps. Donc il y a une solution qui est le transfert des eaux à partir de Chott Chergui qui a donné quand même plus de 10 000 mètres cubes d'eau. Pour soulager la population de la ville de Tiaret. Mais aussi, il y a les pouvoirs publics qui ont pris en charge cette problématique par la réalisation d'un autre transfert qui est très important, qui a été décidé à partir du champ captain d'Adjarmaya, sur une distance de plus de 120 km. Donc, ce transfert va nous permettre de mobiliser environ 34 000 mètres cubes jour. Donc, en plus des 10 000 depuis Chott Chergui sur 42 km. Le Chott Chergui sur une distance de 42 km, il est mis en service à la veille de l'Aïd, alhamdoulilah. Donc il y a l'autre projet structurant très important. Donc le dimanche passé, monsieur le secrétaire général du ministère s'est déplacé personnellement sur la wilaya de Tiaret. Donc, ils ont donné le coup d'envoi pour ce grand projet avec des entreprises publiques. Donc, le projet... Sur un délai de 4 mois pour sa réalisation, c'est bien ça?
Absolument. Oui. Donc nous allons le terminer très rapidement. Donc avec ce projet, donc nous allons sécuriser définitivement la ville de Tiaret. Alors, il ne s'agit pas Mais de Tiaret aujourd'hui, il s'agit de toute la région. D'ailleurs, on va en parler. Absolument. Nous allons parler de toute la région de l'Ouest. Oui. Donc, comme vous le savez, donc, le stress hydrique qui a touché le bassin méditerranéen donc, dans notre pays. Donc, la baisse de la pluviométrie, donc, il a touché considérablement le niveau des barrages. Donc notamment l'Ouest algérien. Oui. Donc, et le Chili. Le Chili, particulièrement, c'est celui qui a reçu le moins d'eau. Absolument. Donc, fait partie du barrage de Bagdad qui allait monter donc, la wilaya de Tiaret. Donc, si on voit les chiffres, donc le moyen shérif, donc il y a un taux, les barrages, ils sont à un taux de 12%. Oui. Donc, si on les compare par rapport à l'Est, qui était mieux arrosé, donc ils sont plus de 68%. Donc, on peut dire qu'il y a des solutions pérennes pour renforcer en eau potable ces wilayas de l'Ouest, bien sûr, dont notamment la wilaya de Tiaret, la wilaya de Sidi Bel Abbas. Donc, il y a un programme de sécurisation de toutes ces wilayas, mais notamment à partir du dessalement dont nous allons développer. On va y revenir, on va faire quand même un premier tour de table. Je parlais de solutions pérennes. Pour la région du Chélif que M. Mezarket vient d'évoquer, est-ce que finalement cette région va vivre aux dépens de la solidarité hydraulique, c'est bien ça? Parce que comment faire? En attendant, bien sûr, que les stations de dessalement fassent le travail qu'il faut, le transfert des barrages paraît la solution la mieux indiquée en tout cas. Très bien. Tout à l'heure, M. Blaid a parlé de la partie ouest. Bon, c'est vrai, si on va prendre la cartographie de l'Algérie, on voit que même la ressource en eau, elle est inégalité, enfin répartie inéquitablement. Donc c'est pour cette raison que la partie ouest qui subit beaucoup plus l'impact le plus important. C'est vrai, la région de l'ouest, si on voit en termes de ressources, pour le 12%, pour le centre, on y est par exemple à 25%, l'Est, on y est à 62%, beaucoup plus, on est un peu à l'Est. La partie, c'est vrai, la région de l'Ouest qui a subi en plein fouet un petit peu l'impact des changements climatiques. Parce que si on voit, par exemple, la pluviométrie, si on voit l'Algérie, elle est répartie, par exemple, si on prend l'Est, on est à l'extrême Est, on arrive jusqu'à 1200 mm. Oui. En venant par le centre, on atteint des fois le 800 mm, mais plus on allant vers l'ouest, donc la pluviométrie diminue, on peut aller jusqu'à 300 à 400 mm. Donc c'est pour cette raison que la région de l'ouest a subi beaucoup plus en termes de ressources. Bon, c'est vrai, pour prendre en charge beaucoup plus la partie ouest, par exemple, la réalisation des stations de dessalement. Vous voyez, par exemple, le premier programme qui a été réalisé, vous voyez que la concentration des stations, beaucoup plus, c'était la partie ouest. Oui. Parce que là, je dis que la région de l'ouest qui a subi beaucoup plus l'accès. En plus de ça, il y a d'autres actions. Donc, on ne peut pas dire que le dessalement, il y a d'autres actions. Par exemple, notre stratégie qui s'intègre, qui prend en charge un petit peu le stress hydrique, le changement climatique. Le premier axe, donc l'axe fondamental, c'est la mobilisation de ressources non conventionnelles. Non conventionnelles, c'est des ressources pérennes qui n'ont pas impacté par le changement climatique, etc., tels que le dessalement d'eau, qu'on peut le développer par la suite, et aussi la réutilisation des eaux pour économiser d'eau, etc. Donc nous ne devons plus compter sur les eaux conventionnelles comme principale source d'approvisionnement. C'est vrai, parce que les ressources du manière générale, conventionnelles, que ce soit superficielles ou souterraines, qui ont subi le plein fouet, l'impact. Les ressources superficielles, c'est un phénomène des barrages, même des ressources souterraines. On a maintenant, il y a des nappes où on a atteint des rabattements plus importants. Je prends un exemple, c'est le cas de la Mitidja. Des fois, on est arrivé plus de 40 mètres. Oui. Donc, c'est important. Et puis, on voit que le stress hydrique ou le changement climatique, c'est en train de s'accentuer. Oui. Donc, on est obligé d'aller vers des solutions pérennes. Oui. Pour faire face au stress hydrique et pour garantir la sécurité alimentaire. Vous avez parlé les barrages, effectivement. Donc, il y a un programme de barrages qui est actuellement qui est en cours. On va y revenir. C'est l'interconnexion des barrages ça, c'est le plus important. Donc, ça fait partie des axes stratégiques. Le secteur, c'est de raccorder des barrages et systèmes pour
c'est l'équilibre régional. Ça dépend constituer des réserves stratégiques et équilibrer régionalement, c'est pour une équité sociale. Il y a des cas qu'on peut le développer par la suite. Sur les barrages, oui, on va y revenir justement c'est un axe stratégique aussi de notre stratégie nationale pour la ressource hydrique. Je voudrais aussi votre avis, Monsieur Ibrahim Mouhouch, sur justement comment anticiper sur ces crises de l'eau qui ne peuvent finalement que s'accentuer avec la raréfaction des eaux conventionnelles. Oui, donc on vit toujours ce problème de stress hydrique, mais moi je vis ce stress beaucoup plus profondément parce qu'on s'affole, et je l'ai dit même dans ce studio, on s'affole pour l'adduction d'eau potable, qui ne représente que 3% des besoins de la nation. Est-ce que vous me comprenez? Oui. L'agriculture consomme jusqu'à 85% des besoins. Moi, ce qui me fait peur, c'est que notre production agricole, elle va sentir le choc. Oui. Parce que pour 3 ou 4%, on a des problèmes pour les couvrir. Comment voulez-vous couvrir 70 ou 75%? Moi, j'ai peur pour l'agriculture irriguée. En tant que spécialiste de l'irrigation, exactement, c'est la réalité. Pour ça. Et c'est la réalité. C'est pour ça qu'on importe certains produits, malheureusement. Ça veut dire que l'agriculture, si on veut l'irriguer comme il faut peut-être, je vous dis, entre 70 et 85% des potentialités de tout pays, n'importe quel pays. Nous, on a 12 milliards de mètres cubes d'eau de renouvelables. Ces 12 milliards ne suffiront même pas seulement pour boire si on prend le quota qui est donné à chaque citoyen, de l'ordre de 120 ou 150 litres par personne. Et ça je le rappelle pour que le citoyen comprenne le sens. C'est que l'adduction d'eau potable ne représente que 4% des besoins qu'on doit mobiliser pour le pays. Alors, maintenant, il faut miser, si on veut faire des économies, si on veut gérer, si on veut faire de l'intelligence, gérer d'une manière intelligente, c'est l'agriculture qui va nous permettre d'économiser. Si on évite les pertes ou les gaspillages dans le domaine de l'agriculture, il suffit d'un rien du tout, on peut compenser le reste. Parce que le dessalement, il ne sera jamais utilisé pour le moment. Il ne sera jamais utilisé pour l'irrigation. Évidemment, c'est impossible. C'est trop cher. Maintenant, nous avons, comme l'a dit mon collègue, les stations d'épuration. On a 220 apparemment, ce qu'ils disent. Si on arrivait à les remettre en état, ça peut nous permettre de souffler, parce que si on arrive, prévu d'ailleurs. Si on arrive à réutiliser au moins 600 millions ou les 800 millions, ça nous fait déjà 250 à 300 1000 hectares qui sont déjà de côté. Nous utilisons d'ailleurs combien des eaux issues des stations d'épuration? Malheureusement, ça ne me fait pas plaisir de le dire. On est aux environs de 8 à 10%. Ce qui est utilisé, mais je ne parle pas de ce qui est traité. Parce que ça, je ne jette pas la pierre aux gestionnaires de ces stations-là. Parce que ces stations-là n'ont jamais été prévues pour transporter l'eau chez les agriculteurs. Ils traitent l'eau et ils la jettent dans la nature, parce que c'est pour protéger la nature. Mais c'était à dire il y a 25 ans. Oui, aujourd'hui, la réflexion a évolué. On a besoin de transporter cette eau. Donc ces stations-là, il faut et ça a commencé, le ministère de l'Hydraulique a commencé à brancher. Et ça, c'est très important. Monsieur Mouhouch, je voudrais votre avis sur nos vulnérabilités, justement, aujourd'hui, dans notre stratégie de l'eau, j'ai envie de le dire tout simplement. Quelles sont nos vulnérabilités que nous n'arrivons pas encore à... Nos vulnérabilités, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que le citoyen le sache. L'Algérie est l'un des pays les plus pauvres. Nous sommes dans le MENA, de Middle East, North Africa. C'est l'une des régions les plus sèches du monde. C'est pas parce que l'Algérie non, la pluie avec les changements climatiques, déjà canaux faibles, vocation encore plus faible. Donc il faut prendre des mesures plus courageuses, plus drastiques. Exactement. Il y a un domaine qui n'est pas soulevé, mais dans certains pays qui ressemblent à l'Algérie, ils ont commencé à l'utiliser depuis 25 ou 30 ans. C'est ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales. Il ne faut pas laisser la goutte aller à la mer. Individuellement, vous voulez dire? Individuellement, oui, parce que celui qui construit une villa ou un bâtiment, toute la toiture, chaque millimètre qui tombe, c'est 1 litre par mètre carré. Chaque millimètre qui tombe, c'est 1 litre par mètre carré. À Alger, c'est 650 millimètres. Donc chaque mètre carré d'une toiture... Des eaux qui sont perdues. C'est de l'eau qui est perdue. Alors j'ai visité la Jordanie. Dans la Jordanie, celui qui veut construire une villa,
Eh bien, si on n'installe pas la vache à eau, on ne lui donne pas l'autorisation. Oui. Et ça, c'est ce qu'il faut. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on devrait inclure dans quelque chose de plus dans la stratégie globale au niveau de l'État. Est-ce qu'il y a cette réflexion dont parle M. Bouhouch? Je voulais revenir sur le point qui a été soulevé par M. Bouhouch par rapport. On revient à ma question après. Absolument. Pour sécuriser, l'axe principal numéro 1, c'était la sécurisation en eau potable. Oui, à partir de la solution terrain que nous allons développer, qui est le dessalement. Il n'y a pas de dessalement de l'eau de mer. Mais, c'est-à-dire, une fois dans la stratégie du secteur, le dessalement de l'eau de mer aujourd'hui, il contribue à hauteur de 20%. Oui, 18 à 20%. 18 à 20%. J'ai lu ça. La capacité installée de nos stations de dessalement, ça dépasse les 20%. Mais cependant, on produit 20% pour l'eau potable. La stratégie du secteur, donc nous sommes sur la réalisation de 5 mégastations de dessalement d'eau de mer. Pour porter à 42%. Pour porter à 42% d'ici la fin de l'année. La production absolument. Donc, de l'eau dessalée. Absolument. Et il y a notre programme qui va être lancé dans le futur, donc le futur proche, 2030. Donc pour la réalisation de 7 stations. Donc 6 stations de dessalement de capacité 300 000 m3 chacune, mais aussi une autre station de 60 000 m3 pour augmenter la production à 60%. Donc une fois, on aura des 60% qui sont orientés vers l'eau potable. Donc les barrages qu'on utilise aujourd'hui pour l'eau potable seront utilisés pour l'irrigation, pour l'utilisation agricole. Mais aussi le forage, nous allons laisser le nappe pour se régénérer, pour la recharge de nos nappes. Mais aussi dans la stratégie du secteur, comme il l'avait dit M. Larjoum, il va développer, je pense, par la suite, la stratégie du secteur concernant la réutilisation des eaux usées et épurées à des fins agricoles. Donc il y a toute une stratégie. Et industrielle, il ne faut pas oublier le secteur industriel. Absolument. Donc il y a toute une stratégie qui est mise en place par le secteur. Même le premier programme, il est lancé, donc il va donner ses fruits incessamment. Donc, sur des stations... Quand vous dites incessamment, M. Mezarkat, c'est dans un délai de combien de temps précisément? Parce que ça fait longtemps qu'on parle de ce projet des eaux, de la récupération des eaux usées, de l'épuration. Il vient d'être lancé. Donc, nos stations de dessalement, la plupart de nos stations de dessalement n'étaient pas dotées de ce qu'on appelle le système tertiaire. D'épuration pour pousser ou pour dégrader la pollution pour sa réutilisation. Donc nos stations seront dotées, Inch'Allah, du système tertiaire qui va pousser un peu le traitement de ces eaux usées pour qu'on puisse les utiliser dans l'agriculture. Donc, parmi les réponses du secteur pour l'accompagnement bien sûr du secteur agricole pour diminuer, si vous voulez, le factorat, l'importation. Je voudrais qu'on revienne avec vous, M. Larjoum, sur les déclarations qu'a fait le premier responsable du secteur et qui a parlé de l'allocation de plus de 27 milliards de dinars pour la réalisation de 148 projets urgents au profit des régions les plus exposées au stress hydrique. On sait que la région du Chélif, et on vient de le dire, est la plus exposée, la plus touchée par le stress hydrique. Quels sont ces projets précisément? Est-ce que vous pouvez nous en dire? Je vous dis, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien porter une clarification concernant M. Bouhouch. Il a tout à fait raison. C'est vrai, en termes de l'agriculture qui consomme plus de 70%. Donc, ce volet, il est pris en charge dans notre stratégie. J'ai dit tout à l'heure, l'axe numéro 1 ou le principe numéro 1, c'était la réutilisation non conventionnelle. En plus des dessalement, c'est la réutilisation. Pourquoi la réutilisation? Récemment, le secteur a fait un diagnostic détaillé de tous les systèmes d'opération. Donc, sur la base de diagnostic, on a fait ressortir un programme d'action. Le programme d'action, qu'est-ce qu'il prévoit? Prévoit de faire redémarrer les stations d'opération qui sont à l'arrêt. Les stations qui fonctionnent avec un rendement moins de 50%, il faut augmenter le taux de rendement pour aller plus. Et troisièmement, tout à l'heure, M. Blaid a parlé, c'est l'intégration de la technique tertiaire. C'est pour donner une qualité meilleure et pour l'utilisation à large. Donc, vous avez parlé tout à l'heure sur le taux. C'est vrai, actuellement, un taux très faible de 11%.
les poules de traitement. Mais d'ici 2024, dès la fin 2024, on va y aller jusqu'à un taux de 24% et au-delà de 2025, donc on va atteindre les 37%. Avec le programme actuel qui est déjà lancé. Le Conseil des ministres il a donné son accord pour le lancement de la première tranche. On a déjà lancé 21 opérations qui touchent plusieurs stations d'opération. Donc c'est déjà, on a lancé. C'est en cours. Voilà. Donc c'est pour répondre un petit peu à la problématique. Oui, donc c'est des précisions importantes, effectivement. Et puis l'accompagnement de l'agriculture et de l'industrie, on peut le développer par la suite. On va revenir dessus. En matière par rapport à ces projets, pour passer à autre chose, je voudrais qu'on parle aussi des barrages, ce qui nous intéresse aussi ce soir. Par rapport à ces 148 projets, précisément pour les régions les plus touchées, il s'agit de quelles régions précisément? Est-ce que c'est que le Chéliv, c'est tout l'ouest du pays? Non, ça c'est un programme spécial qui a été adopté récemment suite à ce qui s'est passé à Tiaret, etc. Donc ça c'est en plus que le programme qui est actuellement. Donc c'est un programme spécial. C'est un programme d'appoint, vous diriez? D'appoint, qui est composé de, je crois, 148 opérations pour des délais de 4 mois. Donc ce sont des forages? Ce sont généralement qui portent un peu de laisser M. Blade pour de plus ça, mais beaucoup plus, ça touche plus de 25 wilayas. Donc ils sont touchés c'est important. Répartis entre l'Est, le Sud, l'Ouest, etc. Et qui prennent en charge beaucoup plus les actions de mobilisation, de réhabilitation des réseaux, etc. pour donner plus de... Donc c'est un programme spécial qui va donner un appui supplémentaire. C'est pour résoudre un petit peu, notamment pour les communes... Les communes qui souffrent un petit peu de stress et qui ont des programmes de distribution un peu... qui sont densément peuplés aussi. Je voudrais qu'on revienne sur les barrages. Monsieur Mouhou, je voudrais votre avis là-dessus. 81 barrages en exploitation, 5 en cours de réalisation, puis d'autres le seront aussi à moyen et long terme pour constituer des réserves stratégiques. Pourquoi aujourd'hui il est important de poursuivre cette stratégie de construction des barrages alors qu'on a un taux de remplissage de plus en plus bas, même s'il est relativement stable par rapport à l'an dernier. On a même gagné 4% sur le taux de remplissage national. Mais pour certaines régions, il est extrêmement faible aujourd'hui. Oui, mais c'est exceptionnel. Ces niveaux-là, à ma connaissance, moi je connais bien le domaine de l'hydraulique. Ça ne va pas s'inscrire dans la durée aussi. On n'a pas connu ça, c'est venu avec le manque le changement climatique et le manque de précipitation. Et il ne faut pas oublier que, le niveau de vie du citoyen algérien, il y a aussi le développement économique, tout ça demande de l'eau. Je me rappelle les statistiques qu'on avait. On avait 1500 mètres cubes par personne et par an disponibles. Aujourd'hui, on n'a que 270. Ça veut dire que c'est la nature qui fait ça. On était 7 ou 8 millions en 62. Maintenant, on est à la 46 ou la 47 ou la 45. Donc, il ne faut pas s'affoler. Maintenant, l'Algérie, elle a toujours été un pays pauvre du point de vue hydraulique. Mais nos aïeux, nos ancêtres, ils ont vécu avec ce manque d'eau. Mais ça veut dire l'eau était respectée. Quand j'étais jeune, je me rappelle, celui qui gaspille l'eau, c'est pratiquement, c'était sacré. On nous disait que celui les ablutions pour faire la prière, il ne faut pas dépasser 1 litre. Maintenant, on utilise parce qu'il y a de l'eau, il qui roule la façon de parler. Automatiquement, les gens ne respectent pas. C'est la chose la moins chère en Algérie, l'eau, madame. La première tranche, c'est à 7 dinars. Qu'est-ce que c'est que 7 dinars pour une tonne d'eau, pour 1000 litres? Il faut rappeler que l'État supporte évidemment c'est ça le coût de la production. Non, c'est très bien, l'État chauffe. Je l'ai toujours dit, même dans ce studio-là. Je défie quiconque qui va me donner un pays qui s'est investi dans le domaine de l'hydraulique et de l'agriculture, comme l'Algérie. Au prix, en tout cas, où elle est cédée. Exactement. On a fourni des efforts énormes dans ces domaines-là. Mais malheureusement, malgré cela, ça ne suffit pas. Alors pour revenir au barrage. Je reviens au barrage. Les barrages, le problème c'est que les gens croient qu'il suffit de décider d'installer un barrage. Un barrage, il a des conditions pour qu'il soit un site, le tel site. On a le site, c'est un cours qui fait 30 heures chez nous, le site. Il faut trouver un site. Parce qu'un site, c'est quoi? C'est un barrage qui se remplit. Un barrage qui est dans le bassin versant n'est pas salé, par exemple. C'est une région où on peut utiliser cette eau. Et il ne faut pas qu'il soit dans une région instable. Il ne faut pas qu'il soit dans une région qui n'est pas étranglée. Il y a une dizaine de conditions. L'étude. Oui, pour l'étude. Deuxièmement,
l'Algérie, le problème c'est le remplissage. Oui. C'est-à-dire que... Alors, est-ce qu'il est indiqué aujourd'hui, j'aimerais comprendre et qu'on fasse comprendre aussi aux gens qui nous regardent, est-ce qu'il est indiqué pour nous de continuer sur cette stratégie et pourquoi d'ailleurs de construction de barrages, puisque le remplissage se fait de moins en moins. Si le barrage ne se remplit pas, oui. Il vaut mieux utiliser un barrage de contenance plus faible. On construisait des barrages qui étaient énormes, mais qui ne se remplissaient pas. Et ben, dans ces régions-là, il suffit d'utiliser les barrages qui conviennent. Bon, maintenant... M. Zakat va nous parler justement oui, de la taille aujourd'hui des barrages. Je sais que les barrages, c'est un problème on ne peut pas construire des barrages lorsqu'on veut. Il faut trouver un site pour pouvoir construire un barrage. Moi, je dirais un mot, je ne sais pas si on peut le revenir tout à l'heure, c'est qu'on oublie Rahman Tarbi du Sud. C'est la seule chose qui nous permet de respirer du point de vue agriculture. On peut utiliser... Oui, bien sûr. On peut utiliser de l'eau comme on veut, surtout la moitié sud-ouest. Parce qu'à l'est, parfois, c'est un peu salé, c'est chaud et c'est profond. Ailleurs, c'est un peu moins. Pas autant qu'on veut. Autant qu'on veut. Au sud. La Napalm, il faut qu'elle se régénère aussi. Non, elle n'est pas régénérable malheureusement, mais comme elle fait 50 000 milliards, oui. On a fait le calcul, on peut l'utiliser pendant 2 à 3 000 ans. On peut en faire en aparté. Il n'y a aucun problème. Au sud, on peut utiliser autant qu'on veut d'eau. Sur cette stratégie des barrages, j'aimerais qu'on comprenne ce soir pourquoi il est utile aujourd'hui que l'on continue sur cet axe, précisément. Si vous permettez, je vais revenir sur le point pour la stratégie ou le programme qui a été décidé par les pouvoirs publics. Sur les 148 projets. Ah oui, c'est important. Les 147 projets qui sont décidés, ils sont répartis sur 29 wilayas. Donc c'est des wilayas, donc il y a un travail de terrain qui a été fait par le secteur de l'hydraulique au niveau de chaque wilaya. Donc nous avons identifié des communes qui sont dans le besoin d'un appoint pour améliorer le service public de l'eau au niveau de certaines communes et même de certains quartiers. Donc on a fait un travail en profondeur. Donc c'est un programme, donc des instructions sont fermes qui sont données pour tous les directeurs de wilaya pour concrétiser ce programme dans un délai maximum de 4 mois. Donc si vous voulez, pour apaiser un peu la soif de certaines localités ou de certaines wilayas, de certaines communes à l'échelle nationale. Donc, en plus du programme spécial pour l'été, pour la saison estivale. Ah mais bien sûr, pour la saison estivale, il y a un travail qui se fait chaque année. Oui. C'est-à-dire chaque année, donc il y a un travail qui se fait donc avec tous les directeurs de wilaya, avec la DE, avec les établissements sous tutelle qui sont chargés du service public de l'eau, donc de la gestion de l'eau. Donc il y a un travail qui se fait chaque année. Est-ce que il n'est pas devenu justement une espèce de casse-tête chinois, ce programme de la saison estivale avec notre stress hydrique que l'on subit et beaucoup plus dans certaines régions que d'autres. Comment justement opérer cette équité hydraulique Donc, comme l'a bien souligné M. Larjoum tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qu'il faut bien assurer. Donc cet équilibre par l'interconnexion des barrages. Donc il y a un programme d'interconnexion de barrages. Donc M. Larjoum peut-être va développer ce point concernant les barrages tout à l'heure. Donc il y a l'interconnexion entre barrages. Il y a aussi le dessalement. Parce que moi je reviens à chaque fois, le dessalement parce qu'il est très important pour sécuriser l'alimentation en eau potable de nos populations. C'est la solution pérenne et ce sera la solution. Mais les résultats que l'on escompte du dessalement ne sont pas encore visibles. Non, ils sont déjà là. Oui, non, je parle des résultats que l'on veut, par exemple, pour alimenter des wilayas à l'intérieur du pays, à l'intérieur de 150 km. Mais bien sûr. Ça, ce sont des projets encore qui sont encore inscrits dans le futur. Non, ils sont en cours de réalisation. En cours de réalisation, c'est ce que je veux dire. Je vais vous citer un titre d'exemple, si vous permettez. Oui. Donc, il y a certaines wilayas, je citerai Bouillera, Média, le sud de Tizi Ouzou, mais aussi la wilaya de Msila, qui sont alimentées à partir du barrage côté de Serdoun, qui a connu quand même un stress, ou une baisse de son niveau l'année passée. Donc, la décision qui a été prise par M. le ministre, c'est d'acheminer l'eau de dessalée à partir de la station de dessalement de Cap Djenat, qui va être terminée d'ici la fin de l'année. Oui. Donc en cours de réalisation, nous sommes bien d'accord. Donc les eaux dessalées, donc ils vont acheminer juste à ces wilayas. Oui. Donc ils vont les connecter
voilà, les dériver vers le système existant actuellement du barrage de Koudeta. Et ces wilayas vont sortir du stress hydrique à ce moment-là? Absolument. C'est définitivement. Mais bien sûr. Oui. Donc actuellement, nous avons 11 wilayas qui sont alimentés à partir du dessalement. Oui. Donc à la fin de la réalisation des 5 stations de dessalement qui sont en cours de réalisation, nous allons atteindre 22 wilayas. Mais bien sûr, des wilayas du littoral, mais aussi des wilayas qui sont à une profondeur de 150 km. Oui. Donc quand même, c'est un effort considérable du secteur, mais aussi mais bien sûr des pouvoirs publics. On revient au barrage. Monsieur, vous vouliez ajouter une dernière chose? Absolument. Allez-y. Par rapport aux 6 stations de dessalement, c'est-à-dire dans le programme 2025-2030, donc pour la réalisation de 6 stations, plus la station de Tizi Ouzou de 60 000 m3, donc pour toucher 31 wilayas. Donc avec ce programme, nous allons sécuriser, si vous voulez, toute l'Algérie en termes d'alimentation en eau potable, donc pour apaiser le problème HADA qui est connu chaque été par le citoyen. Alors, puisque vous parlez du dessalement, Malish, on va s'apesantir sur ce segment précisément. Est-ce qu'on a suffisamment revu à la baisse aujourd'hui le coût du dessalement? Parce que ce n'est pas une eau conventionnelle qui coûte cher relativement à l'eau, évidemment, mobilisée dans les barrages ou les retenues collinaires. Est-ce qu'aujourd'hui, nous arrivons à maîtriser le coût? Parce que ça a un coût, le dessalement. On sait qu'aujourd'hui, les stations de dessalement sont fabriquées localement. C'est un gain technologique important. Ouais. Alors, à quel point nous maîtrisons aujourd'hui le coût? Je vous posais la question à vous trois, messieurs. Vous pouvez continuer sur votre lancée. Donc, pour le dessalement, donc avant, les stations de dessalement que nous avons réalisées dans le temps, ils étaient réalisés par des étrangers. Oui. Donc, aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est la réalisation par nos ingénieurs. Toutes les stations sont en cours de réalisation par nos ingénieurs, par des entreprises algériennes. Oui. Donc ce qui va entraîner une baisse du coût de revient. À combien, justement, nous avons maîtrisé cette baisse ou ce coût précisément? Est-ce qu'on a divisé de moitié, par exemple, le coût de la production de l'eau produite par les stations de dessalement? Si on a un ordre de grandeur, aujourd'hui, le prix du mètre cube de revient, du mètre cube, il est de 75 dinars. Alors que l'État est le cède à 7 dinars. Le prix de base, il est à 6 dinars 50, je pense. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un effort considérable qui est fait par l'État pour sécuriser l'alimentation en eau potable par ces eaux dessalées. Donc aujourd'hui, l'objectif principal, c'est la sécurisation en eau potable. Je voudrais ajouter ce qu'il a dit, M. Blade, c'est tout à fait normal. Dans le programme de dessalement, il faut comprendre que le programme de dessalement il est réalisé par 2 secteurs. Le ministère de l'Énergie qui réalise les stations de dessalement et le secteur de l'eau, son rôle, c'est de raccorder ces stations au réseau d'eau potable. C'est vrai, tout à l'heure, il a parlé des entreprises. Avant, on a l'ancien programme qui a été réalisé par des étrangers, etc. Ça revient beaucoup plus. Maintenant, non. On est allé vers de nouvelles technologies, vers des ressources locales, vers les ressources humaines locales, les entreprises locales, tout ça. Ça a baissé un petit peu. Et puis, c'est le dessalement beaucoup plus, c'est l'énergie. Oui. L'énergie qui est le facteur le plus important dans le mètre cube d'eau. Donc l'énergie, pour nous, l'Algérie, donc c'est pas le même problème que d'autres pays. Donc ça revient du gaz, etc., revient beaucoup moins cher. Oui. Mais c'est une technologie qui a été beaucoup plus avancée. Donc c'est pour cette raison que le coût va diminuer certainement. Si vous voulez, on va répondre pour le barrage. Je continue pour le programme de barrage. Oui. C'est vrai, la question qui se pose actuellement. Tout le monde pose la question. Peut-on continuer sur la réalisation de barrage? Alors, c'est une question qui est effectivement posée au niveau des experts. C'est tout à fait logique. Bon, c'est vrai, parce que l'Algérie, tout à l'heure, M. Mouhouch, il a parlé de la quantité que prévoit l'individu. Oui. C'est vrai. La priorité maintenant, elle est donnée au dessalement. Parce que, compte tenu de stress hydrique, on ne peut pas continuer dans la réalisation de barrage. Mais ça n'empêche qu'on ne va pas occulter. On a tout un programme actuellement. On a un programme de 5 barrages qui sont en cours de réalisation. On a des études d'APD qui sont terminées. Là. Maintenant, c'est au cas par cas.
tout à l'heure, M. Bahouch a parlé du changement du site. Ça, c'est vraiment technique parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Paramètres, la topographie, l'hydrologie, etc. Mais actuellement, c'est vrai, on a un parc de 81 barrages, une capacité donc nous allons en construire beaucoup moins, c'est ce que vous dites à l'avenir. Non, pour le moment, c'est-à-dire au cas par cas. C'est-à-dire on a un programme actuel qui est en cours. C'est les 5 barrages qui vont donner 300 000 m3 jour, 300 millions de m3 jour, avec les études qui sont en cours, les APD, les études de faisabilité, etc. Notre objectif est d'atteindre d'ici 2030, on aura fait les 12 milliards de mètres cubes. Mais c'est au cas par cas. Par exemple, maintenant, j'ai dit la priorité du dessalement parce que c'est une ressource pérenne. Donc c'est vrai, c'est voir aller vers les barrages. Mais donc, elle est impactée par les changements climatiques. Donc, il y a un risque. Donc, c'est pour cette raison, on va y aller au cas par cas et selon la disponibilité financière. Je voudrais revenir oui, rapidement, je voudrais poser aussi une autre question. Très important, c'est vite. Il ne faut pas oublier que l'Algérie ne connaissait pas ce que c'est que le dessalement en 2021. En 2001, cette affaire-là. Ben maintenant, comme l'ont dit, et je l'ai dit moi plusieurs fois, ces stations, c'est les Algériens, les cadres algériens qui les réalisent, qui les étudient même actuellement. Donc, on a un délai assez court. Il y a même des instituts qui forment des cadres dans ce sens. Oui. On a avancé. Et on ne peut pas s'en passer du dessalement, parce que la pluie qui tombe sur le nord de l'Algérie n'est pas suffisante pour couvrir tout notre... Le dessalement, c'est l'avenir. C'est obligatoire. Il y a le dessalement et le sud. Mais bien sûr la collecte des eaux pluviales, si on s'y met, parce qu'il y a des pays qui ont... Oui, c'est très important. Ce que vous avez, j'espère qu'on aura un jour... Mais justement, à propos du gaspillage, M. Bahouch, il y a quelques années, on avait parlé d'un taux de gaspillage d'eau pour l'année, par exemple 2021, de 45%, et l'impératif d'élaborer un plan spécial pour lutter contre les fuites et le piquage de l'eau. Je vous poserai aussi la question sur justement ce qui a été fait jusque-là. On a même parlé du recours à 440 petites et moyennes entreprises pour remédier aux fuites et mettre en place des compteurs de réhabilitation, les réseaux, ainsi que la gestion technique et technologique. Ce gaspillage que l'on pourrait tourner à notre profit finalement, récupérer les eaux pluviales, évidemment être plus sévère avec le piquage de l'eau, le piquage de l'eau. Qu'est-ce que... Au-delà de la sensibilisation sur le gaspillage, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je ne crois pas à la sanction avec le citoyen, mais plutôt la formation dans le temps. Il faut montrer aux gens que cette eau-là, c'est si l'État subventionne à 90%, c'est énorme. Mais beaucoup de citoyens ne savent pas que l'État subventionne à 90% ou à 88%. Et pourtant, c'est la réalité. Parce que le prix, de 6 dinars la première tranche, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est 6 dinars? Une gorgée de café. ولكن l'État essaye d'aider le citoyen, pas seulement dans le secteur de l'eau. Dans plusieurs secteurs, l'État intervient pour que le citoyen se retrouve dans ces trucs. Mais, à mon avis, il faut commencer à sensibiliser l'utilisateur. Mais c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, la sensibilisation. À mon avis, un peu plus de fermeté à l'égard des gaspilleurs. Oui, celui qui ne veut pas reconnaître... on parle des plus récalcitrants, évidemment. Il n'y a pas de mal à justement exiger plus de rigueur. Et deuxième chose importante, c'est que l'eau, à mon avis, si on doit revoir ce qu'on appelle la tarification, c'est pas pour le citoyen. Celui qui boit de l'eau, on peut la lui donner pour rien. C'est rien du tout. C'est qu'il y a certaines activités qui demandent de l'eau. L'eau devient une matière première. Plutôt, c'est ces entreprises-là qui utilisent l'eau comme matière première qui doivent prendre en charge l'eau. Mais je ne parle pas du citoyen, parce que le citoyen, même si dinar, c'est beaucoup pour lui. Il y a certaines catégories. Mais celui qui utilise l'eau pour se faire de l'argent, il faut qu'il paye l'équivalent. Je vous donne un exemple. Le kilogramme ou le mètre cube d'eau, il produit 4 à 5 kg de pommes de terre. Faites le calcul. Oui. Et pourtant, ça coûte 2 dinars. Officiellement, le mètre cube d'eau, l'irrigation, il coûte 2 dinars. Alors que 4 kg de pommes de terre, ça fait au moins 200 dinars. Allez, il paie 2 dinars. J'ai rien contre lui. Celui qui produisait de la pomme de terre, il ne va pas la produire.
هذا المشكل c'est qu'il faut respecter la ressource hydrique parce que il y va de notre avenir, de l'avenir de l'Algérie. هذا هو ce que je voulais dire. Alors justement, est-ce qu'au niveau du ministère, il y a encore une fois cette réflexion autour de ce gaspillage et comment le prévenir, et puis où en est ce programme de recourir à 400, à peu près 500 petites et moyennes entreprises pour justement éviter le gaspillage? Bien sûr, il y a un travail qui est arrêté par les pouvoirs publics, par le secteur de l'hydraulique. Donc il y a un travail de terrain que nous avons effectué. Nous avons identifié au niveau pratiquement de toutes les grandes villes le problème qui est posé en termes de déperdition, voilà, de perte d'eau. Donc il y a des études effectuées pour la mise à niveau et pour la réhabilitation des systèmes de distribution et même de transport, c'est-à-dire de transfert d'eau. Donc nous avons touché plusieurs Alors, excusez-moi, M. Mazarkat, on va faire une petite pause pour écouter l'appel à la prière. On revient tout de suite après. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Retour donc sur notre plateau. Monsieur Mazarkat, vous étiez en train de développer l'idée sur comment éviter le gaspillage de l'eau qui nous coûte cher encore dans un pays où nous vivons de plein fouet le stress hydrique. Donc je disais qu'il y a un programme qui est arrêté par le secteur de l'hydraulique pour faire face à ces déperditions, ces pertes d'eau énormes au niveau des systèmes d'alimentation en eau potable.
Donc il y a une stratégie qui est là. Donc il y a un travail des études qui sont effectuées. Mais concrètement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, concrètement, c'est quoi ce travail? Parce que là encore, ça fait longtemps qu'on parle de récupérer 45% en 2021. C'est la réhabilitation des systèmes, c'est la réhabilitation des systèmes de distribution, donc pour diminuer les déperditions. La maintenance, vous voulez dire? Oui, et augmenter le rendement des systèmes. Donc l'augmentation du rendement du système va entraîner la baisse des déperditions. Et cette goutte d'eau qui est perdue, elle sera récupérée, elle sera vraiment pour les besoins du Est-ce secteur. qu'il y a déjà une amélioration Absolument. de la récupération? À quel taux, à quelle hauteur? Avant, on était un taux de déperdition d'environ 50%. Oui. Donc, avec le travail qui a été effectué, donc on a diminué le taux de déperdition d'un chiffre, je dirais, donc aujourd'hui, nous sommes à 30% de déperdition. Donc, une baisse de 20%, par rapport à... Et qu'il y a un travail énorme qui a été fait par les pouvoirs publics. Mais 30%, ça reste quand même beaucoup. Absolument, ça reste beaucoup, mais il y a aussi un travail qui est là, qui se fait quotidiennement. Donc, il y a le travail quotidien qui se fait par les établissements de gestion de l'eau. Donc, il y a des réparations qui se font quotidiennement. Il y a un les petites et moyennes entreprises, à quel niveau elles peuvent intervenir pour la maintenance ou pour... Absolument, pour la maintenance, pour des petites actions. Oui. Donc ils sont déjà à l'œuvre. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Monsieur Larjoum, rapidement. Je voulais juste... rebondir, oui, allez-y. Voilà, ce qu'il a dit. Je crois qu'il y a une nuance. Quand on parle de 50%, 50%, c'est des pertes physiques et commerciales. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent. Il y a des pertes physiques et des pertes commerciales. Les pertes commerciales, c'est autre chose. Donc, c'est les piquages, donc tout ce qui est... Il n'y a pas de comptage, etc. Mais les pertes physiques, là, pour nous, parce qu'il y a des études qui parlent, c'est-à-dire si on va atteindre moins de 20%, on est dans les normes. C'est-à-dire on ne peut pas... oui, 0%, ça n'existe pas. Moins de 20%, c'est dans les normes. Bon, on essaie de réduire maximum avec le programme de M. Bled. Je vous dis parce que la stratégie, c'est que le deuxième axe, c'est l'économie de l'eau. C'est la préservation de la ressource. Ça, c'est un axe très important. C'est vrai, parce que le pays, maintenant, il est considéré comme la rareté, etc. Donc, on est obligé d'économiser cette ressource. Bon, c'est une culture maintenant, donc il faut qu'elle soit... Est-ce que la culture ne vient pas avec la fermeté? Je reviens encore là-dessus, mais... Parce qu'il faut agir dans les deux sens. Comment agir? Oui, il y a la sensibilisation. La sensibilisation et agir en parallèle, c'est-à-dire sur des actions qui... Par exemple, maintenant, actuellement, il y a le phénomène qui est en train de prolifération, c'est les piquages illicites. Oui. Il y a des gens, beaucoup de piquages illicites, ça influe sur les réseaux, etc. Est-ce qu'il y a des interventions de l'État? Oui. C'est une action continue. Donc, c'est les entreprises de gestion d'eau, ça, c'est une action continue pour eux. Oui. Donc, il y a des actions, il y a un bilan qui est établi. Bon, il y a des piquages qui sont généralement à l'amiable, il y a des piquages où ils vont vers la justice, etc. Donc, il y a tout un travail qui se fait, etc. Mais il y a aussi un programme de sensibilisation. Maintenant, on a l'Agence nationale des ressources, l'AGIR. Il y a tout un programme de sensibilisation. Vers les mosquées, vers les écoles, etc. C'est-à-dire qu'il faut toucher toutes les franges de la société. Oui. Commencer peut-être justement par exemple les autorités locales, etc. Les mosquées, vous l'avez dit, les écoles. Il y a aussi un point qu'il faut aussi, c'est l'agriculture. Elle consomme plus de 70%. Maintenant, on est obligé d'y aller vers des techniques économiques d'eau. Il y a l'industrie, il y a aussi l'industrie. Il faut aller vers des nouvelles technologies qui peuvent récupérer cette eau, etc. Donc, c'est pour cette raison qu'on est obligé d'aller. Il est inconcevable maintenant que avec tous les investissements qu'on est en train de l'État consentir, et on va perdre la moitié de cette ressource. C'est pour cette raison maintenant, c'est une culture. Il faut que le citoyen comprenne que l'eau, c'est un produit qu'il faut le préserver. C'est pour les générations futures. Et pour Alors, Brahim Mouhouch, je voudrais vous poser la question aussi sur la même lancée. Dans l'amélioration de la dynamique de l'eau, l'Algérie a déjà expérimenté une approche dans les années 80 qui avait associé les agriculteurs et les populations rurales à la préservation des sols, avec la préservation aussi de la végétation, et qui serait d'ailleurs préférable aux arbres pour récupérer les eaux perdues, notamment dans les ravins. C'est quelque chose qui avait donné des résultats probants, et c'est ce qu'on appelle les méthodes douces,
qui n'exige pas beaucoup d'investissements financiers, beaucoup de moyens. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à cette approche de la gestion durable de l'eau qui nous manque peut-être aujourd'hui dans la stratégie globale de l'eau? Alors, pour ce qui est du rôle de l'agriculteur, ou sa contribution pour la gestion rationnelle, économique et durable de l'eau, parce que les trois choses doivent être ensemble, oui. L'agriculteur doit pratiquer une agriculture intelligente. Maintenant, on a dépassé l'agriculture d'il y a 100 ans. Tout devient intelligent. Eh bien, maintenant, notre agriculture doit être intelligente. Notre irrigation doit être intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne fait que ce qu'on doit faire. Et on le fait comme il faut, lorsqu'il faut et comme il faut. Par exemple, l'utilisation des systèmes économiseurs d'eau. C'est très facile à appliquer. Mais il y a toujours la plus grande surface est irriguée par le système classique. Oui. Ben, c'est un crime en Algérie d'utiliser. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile et ça économise le double de l'eau, c'est-à-dire la moitié. On peut économiser de l'eau. Si on utilise de goutte à goutte, c'est 50% de moins. Mais les agriculteurs ne veulent pas revenir au C'est pas qu'ils ne veulent pas. Il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser et trouver des possibilités. Actuellement, l'État subventionne jusqu'à 50% celui qui utilise le goutte à goutte, par exemple. Oui. Mais malgré cela, ça se développe pas très bien. Et maintenant, revenir maintenant à ce qui est important, c'est que les gens ne parlent pas de la valorisation de l'eau. Oui. L'eau, c'est un facteur de production. C'est comme l'électricité, c'est comme l'eau, c'est comme tout ce qu'on veut. Eh bien, il faut la valoriser. Un mètre cube d'eau qui doit produire tant, elle doit produire tant. Il ne faut pas produire pas plus. Non, plus c'est possible. Pour aller, si on gère bien, mais pas oui. moins. Pas moins. Parce que, je vous dis, un mètre cube d'eau peut produire jusqu'à 5 à 6 kilos de pommes de terre. Mais si on fait le calcul, ce qui est appliqué, ben, le mètre cube d'eau ne produit pas 2 à 3 kilos. Ben, les pays développés qui sont arrivés déjà à des niveaux très importants de gestion rationnelle, raisonnée et durable de l'eau, ben, maintenant, ils sont arrivés à rendre économique tous les gestes qui se font en agriculture. À commencer par le fait de choisir les espèces qui valorisent l'eau. Il y a des espèces qui valorisent mieux l'eau. Tous les spécialistes le savent très bien. Donc faire des choix stratégiques. Il faut des choix. Dans l'agriculture, dans l'industrie aussi. Il faut pratiquer des cultures qui rentabilisent l'eau. Je vais vous dire un exemple. Tout le monde sait. Rapidement, on terminera là-dessus. D'accord. La pastèque, par exemple. Oui. La pastèque, normalement, il faut la bannir en Algérie. Il faut la bannir. La ghalb, voilà qui ça consomme énormément d'eau et ça n'a pas de sens. Oui. C'est pas une culture stratégique comparée à certains produits que la pomme de terre ou le blé. Je m'excuse. Donc, faire des choix. Merci beaucoup, M. Mohouch. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Je rappelle que vous êtes professeur en sécurité alimentaire et hydrique, membre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. On remercie également M. Mezarket Belaïd, directeur central au ministère de l'Hydraulique. Merci également à M. Larjoum Abdelaziz, directeur d'études au ministère de l'Hydraulique. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous dis excellente suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt. Au revoir.